Bonjour, donc Evelyne Sosnowski, je suis déléguée générale de 2DI Publicité, qui est une association intercommunautaire de la publicité dont je vous parlerai un petit peu plus amplement tout à l'heure. Alain Borghesi, je suis président fondateur de Security.com. J'interviens aujourd'hui au titre de vice-président de la Fédération nationale des tiers de confiance et je vais introduire et conclure cette présentation donc, sur des sujets liés à la facture électronique avec une introduction qui touche à l'actualité qui vient de la transposition de la directive 2010 quant à la facture électronique, qui introduit de nouvelles possibilités de dématérialisation de factures. Le sujet de ce matin est le retour sur investissement grâce à la dématérialisation des factures. Donc là, vous allez avoir un brillant exposé sur une application assez complexe de dématérialisation de factures, beaucoup plus complexe que les relations, les simples relations client-fournisseur. Vous verrez dans l'exposé des relations pouvant mêler 4 intervenants différents et avec le fil directeur de ce ROI assuré par une application de dématérialisation de factures. Donc aujourd'hui, nous avons trois types de dématérialisation qui sont principalement utilisés et qui sont instaurés par la directive européenne et qui sont inscrits maintenant en droit interne et qui seront bientôt repris dans une instruction fiscale. La Fédération nationale des tiers de confiance fera cet après-midi un exposé plus juridique sur le sujet de la dématérialisation des factures avec comme sujet de la directive à l'instruction fiscale, avec l'intervention d'un avocat spécialisé. Là, nous sommes plutôt dans le cas concret, avec cette application de dématérialisation de factures, pour laquelle je vais passer la parole à M. Chivot, qui aura chargé son exposé. Ça y est ? Merci, ça arrive. Donc, je vais commencer par vous parler d'abord d'Atos Worldline. Donc, Atos Worldline, c'est une société qui fait partie du groupe Atos. J'allais dire Atos Origine parce qu'en effet, la société a pris plusieurs noms. Le dernier en date étant Atos, qui est le résultat d'une fusion, de différentes fusions. Atos Worldline est l'une des branches du groupe qui est spécialisée dans tout ce qui est services transactionnels de haute technologie. Donc, plus de 40 ans d'expérience. Et on gère aussi bien tout ce qui est paiement, du TPE jusqu'à la remise en banque, que tout ce qui est e-services et tout ce qui est marché financier. Donc vous avez ici un aperçu des différents domaines que je viens d'évoquer, avec tout ce qui est gestion des paiements de proximité ou à distance, tout ce qui est gestion de la fraude autour des terminaux, les centres de contact, les plateformes monétiques centralisées. Autour des e-services, vous trouvez tout ce qui est gestion de contacts, gestion de programmes de fidélité, services mobiles, etc. Donc, très clairement, Atos Worldline se situe dans les traitements de transactions dématérialisées, bien évidemment, à la source, et qui permettent de véhiculer des informations, soit des très grosses informations vers des centres serveurs, soit des transactions plus critiques dans certains cas, pour tout ce qui est bancaire, soit des transactions qui sont plus allégées, comme tout ce qui est géolocalisation. Oups. Evelyne ? J'allais parler sans... Merci. Directement. Donc l'association, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, la dématérialisation de factures, je vais juste vous expliquer rapidement en quoi consiste notre métier, la publicité. Vous connaissez bien sûr, mais dans le cas de notre association, ce sont les médias, TF1 Publicité par exemple, RTL pour la radio, je donne des exemples, Le Figaro, Deco, qui vendent par le biais de régie leur espace publicitaire à des annonceurs. Les pubs que vous lisez, les pubs que vous voyez ou les pubs que vous entendez sont diffusées dans des espaces publicitaires dédiés. C'est cette relation de vente d'espace que nous appelons l'achat d'espace qui se formalise entre les régies publicitaires et les agences médias. Les agences médias sont les intermédiaires mandatés par les annonceurs pour négocier l'achat d'espace au meilleur prix. Donc ce sont donc ces deux parties, les agences et les régies, qui, une fois d'accord sur le planning de réservation des spots ou des insertions publicitaires, échangent des commandes et des factures pour le compte des annonceurs.
Alors, se mettre d'accord sur un planning de diffusion, ce n'est pas une chose simple. Cela nécessite de nombreux allers-retours entre l'agence et la régie, en fonction des cibles poursuivies, la fameuse ménagère de moins de 50, et de la disponibilité des emplacements souhaités, du prix de chaque emplacement, etc. Alors, l'idée qui a présidé à la création de EDI Publicité, dans un marché qui s'était largement développé, qui était devenu fortement concurrentiel, c'était d'éviter la ressaisie des spots, qui n'apportait aucune valeur ajoutée aux partenaires. Donc EDI Publicité a été créé en 1996 par TF1, Eurosport et IP France, avec comme objectif de développer les échanges de données informatisés. Les EDI, donc, pour les réservations d'espace des télévisions et des radios. Une fois les EDI installés dans ces médias, l'association a travaillé avec la presse, l'affichage, que nous appelons la publicité extérieure, qui ont rejoint la communauté, et puis enfin le digital, qui nous a rejoint avec ses spécificités et sa complexité. Voilà, il ne nous manque plus que le cinéma, mais en termes de chiffre d'affaires publicitaire, c'est un petit média. Donc vous voyez là, effectivement, en fait, l'association regroupe 90% du marché national publicitaire. Nous avons tous les grands groupes audiovisuels, les grands groupes de presse, les principaux afficheurs, les 2 premiers groupes digitaux, nous n'avons pas Google, tous les groupes d'agences en conseil média, évidemment aussi les syndicats professionnels et les offreurs de solutions. Ça y est. Ce qui s'appelle du just in time. Ah. Tu avais encore... Pardon, comme j'avais plus mon support. Excusez-moi. Donc sur la partie effectivement objectif de l'association, je vous rappelle juste que nous ne parlons pas là de contenu, mais vraiment de contenant. Donc le travail sur les flux en EDI publicité évolue. Nous avons commencé à normer les échanges d'ordre en EDI sur quelques médias, puis sur tous les médias. Nous en sommes aujourd'hui aux échanges de factures en EDI. Et nous réfléchissons également à normaliser des flux qui ne sont pas forcément des flux commerciaux. Notre mission au sein de l'association est d'abord de faire travailler tout le monde ensemble afin de déterminer collectivement des normes et des protocoles d'échange qui s'imposeront à tous. Le consensus est évidemment indispensable dans ce genre d'association et c'est un des challenges de la communauté parce que tous les acteurs présents sont en dehors des réunions EDI des concurrents. Ce sont des clients ou des fournisseurs. Et voilà. Donc une fois les normes définies, il faut évidemment communiquer dessus, les faire implémenter par les offreurs de solutions, vérifier que les échanges tournent bien. Évidemment, la partie promotion de nos actions est un volet important de notre activité. Nous organisons des réunions en club de travail, en général par média ou en transversal, des petits déjeuners, et nous communiquons beaucoup également via notre site. Enfin, nous avons au sein de notre association une consultante technique experte qui mène les réunions techniques, qui fait la veille, qui valide les données, qui préconise les bons protocoles, les bons outils en fonction des évolutions technologiques et de nos besoins. Merci Evelyne. Alors, afin de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de ce cas qu'est la plateforme de dématérialisation de EDI Publicité, je voudrais revenir 30 secondes, peut-être un tout petit peu plus, sur le marché de l'invoicing à travers le monde. Donc j'ai pris pour ça en fait deux cartes. Une carte au niveau mondial qui vous présente un petit peu le déploiement de la dématérialisation de factures dans le monde, où vous voyez ici... Alors, je vais me lever, hein, j'aime bien bouger, donc je vais en profiter. Vous avez ici, en fait, une cartographie des différents pays avec leur force de déploiement au niveau de la démat de facture. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un pays va être plus leader qu'un autre? Bien souvent, c'est parce qu'il y a des demandes du gouvernement pour pousser la dématérialisation de factures. C'est le cas, entre autres, au niveau du Brésil. Mais après, vous avez... un petit peu plus les gros donneurs d'ordre qui vont pousser leurs petits fournisseurs à aller vers la démat de facture. Donc là, on va retrouver ce cadre-là, plus au niveau de l'Europe ici. L'Europe du Nord est beaucoup plus avancée, bien évidemment, que le reste.
Alors, si on rentre justement au niveau de l'Europe, un peu plus dans le détail, on a différencié ici tout ce qui est B2B, B2G. Donc B2B, vous connaissez. B2G, c'est plus le business to government. Donc c'est dans ce cas-là qu'en effet le gouvernement impose ou propose très fortement l'utilisation de la dématérialisation fiscale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, typiquement, le gouvernement et les différents ministères proposent depuis quelques mois déjà de leur envoyer des factures électroniques. Le B2C s'est déployé aussi, mais les contraintes légales sont largement moindres que dans le B2B. Alors, par rapport au cas EDI Publicité. Donc EDI Publicité, comme vous l'a exposé tout à l'heure Evelyne, est une association qui fédère un certain nombre d'acteurs de la publicité. Ce sont des annonceurs, ce sont des régies publicitaires, ce sont des agences. En 2011, EDI Publicité a émis un appel d'offres pour pouvoir proposer une plateforme de dématérialisation de factures à ces différents acteurs. Le but, c'était d'avoir une plateforme communautaire qui permette de faire bénéficier à l'ensemble de ces acteurs d'un certain nombre d'infrastructures qui permettait de simplifier les échanges de factures et les échanges de flux entre ces différents acteurs. L'appel d'offres était clairement orienté plateforme communautaire, c'est-à-dire que EDI Publicité voulait trouver un partenaire qui lui permette d'investir sur une solution qui serait proposée à une communauté. Et donc la plateforme n'appartient ni à Atos quelque part, ni à EDI Publicité. Elle est opérée par Atos, elle a été construite par Atos sur la base de ces solutions et elle est proposée dans le cadre d'EDI Publicité pour les flux de ces différents acteurs. Donc, fin de l'année 2011, un pilote a eu lieu avec la société Bolloré. Suite à quoi, on a commencé un certain nombre de déploiements, aussi bien au niveau des régies télé, et puis maintenant, plus tout ce qui est déploiement agence. C'est-à-dire qu'on va traiter en parallèle tout ce qui est régie télé, tout ce qui est régie presse, tout ce qui est régie radio, et en même temps tout ce qui est agence dont le rôle est d'être un intermédiaire entre les annonceurs. Les annonceurs, c'est par exemple Nestlé, c'est par exemple Danone, c'est par exemple Carrefour, ou ça peut être aussi le petit boucher du coin ou le petit garagiste du coin qui veulent réserver un espace publicitaire sur un média donné. Et pour ça, ils passent soit en direct auprès des régies, soit via des agences. Le but donc de cette plateforme était de simplifier, de s'adapter et d'économiser. Donc de proposer des économies de coûts, c'est souvent le cas lorsqu'on veut déployer de la dématérialisation de factures. Le but est avant tout de remplacer le papier. Le papier coûte cher, aussi bien en production qu'en digestion, qu'en traitement et qu'en conservation. Donc l'économie est très claire. La simplification, parce qu'on a affaire à des annonceurs de différents métiers. Ça peut être le métier de la pharmacie, ça peut être le métier de l'optique, ça peut être le métier de la grande distribution. Et donc toutes ces communautés de métiers ont chacune des spécificités au niveau de la facture, mais aussi au niveau des opérateurs qu'ils utilisent. Puisqu'aujourd'hui, la démat fiscale de facture a été quand même déployée sur un certain nombre d'acteurs. Chacun de ces acteurs a pu choisir un tiers. Ça peut être Atos, ça peut être d'autres sociétés. Et on est face aujourd'hui à une problématique d'interopérabilité sur laquelle je vais revenir après. Alors, simplement pour vous rappeler les flux, un petit schéma qui permet d'illustrer. Donc un annonceur va mandater une agence média pour une réservation d'espace. L'agence média va acheter l'espace publicitaire au prix d'une régie publicitaire. La régie elle-même va gérer l'espace publicitaire en se servant de supports médias. Donc les supports, ça peut être une chaîne de télé, ça peut être une chaîne de radio, etc. Et la régie publicitaire va à un moment donné envoyer ces données de facture à la plateforme Atos. Donc celle-ci va créer en fait deux flux, et c'est la particularité de la publicité. L'original de la facture va être émis vers l'annonceur, là où une copie de facture va être envoyée à l'agence média. C'est issu de la loi Sapin, qui est une loi particulière propre à la publicité. De son côté, l'agence média, comme elle a servi d'intermédiaire, va elle à son tour
envoyer des données de facture à Atos et donc la facturation va être envoyée par la suite à l'annonceur. Alors pour pouvoir gérer tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais donc on a une plateforme qui permet de gérer aussi bien la dématérialisation simple, c'est-à-dire la production de flux électroniques mais sans caractère fiscal, la dématérialisation fiscale de factures, donc là la production de factures électroniques suivant différents modes qui permettent d'assurer l'intégrité, l'authenticité et la lisibilité dans le temps. Pour la période transitoire, la gestion aussi de flux éditique, donc la production de papier, mais là encore, on va faire bénéficier la communauté des effets de volume en proposant donc à tous les adhérents à la plateforme de bénéficier de tarifs plus attractifs, aussi bien sur le papier, donc sur les fournitures, que sur l'affranchissement. L'archivage des factures, donc on est tiers archiveur, tiers de confiance, donc on conserve les factures pour la durée légale. Et un portail web qui va permettre en effet aux différents acteurs de consulter leurs factures. Après, la problématique que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'interopérabilité, puisqu'en effet, il va falloir véhiculer les factures à des acteurs qui seront sur la plateforme, mais bien évidemment à d'autres acteurs. Alors, l'interopérabilité, on a en fait 3 cas de figure. Le cas direct, où un fournisseur va vouloir émettre une facture vers son partenaire, et son partenaire est équipé lui-même d'une solution. Le deuxième cas de figure, le fournisseur veut émettre une facture vers son client au travers d'un seul et même tiers. C'est le cas typiquement lorsqu'on a une régie publicitaire et un annonceur qui sont sur la plateforme Atos. Et le dernier cas de figure, on a les deux parties qui ont chacun leur tiers, qui ont chacun ce qu'on appelle leur service provider. C'est le cas le plus classique. Et c'est le cas qui oblige les opérateurs à se mettre d'accord et à trouver une solution d'interopérabilité. C'est ce qu'on appelle aussi le modèle 4 coins. Alors, par rapport à cette problématique d'interopérabilité, différentes choses. On a une problématique de routage. Aujourd'hui, quand vous appelez un correspondant mobile, vous tapez le numéro de mobile, vous fichez de savoir s'il se trouve sur tel opérateur ou tel autre opérateur, et aussi sur quel pays il se trouve. C'est automatiquement déduit par le numéro que vous composez. Donc quelque part, il y a des annuaires, il y a des systèmes d'interconnexion entre les opérateurs qui permettent de garantir ce genre de choses. Au niveau de la facture, aujourd'hui, il y a eu des initiatives. Il y a eu des initiatives pour pouvoir proposer un système de routage, un système d'identification, d'annuaire, etc. Mais tout n'est pas standardisé. Donc il y a eu des initiatives qui ont été faites en Suède, en Espagne pour tout ce qui est format, pour tout ce qui est routage. Et enfin, pour tout ce qui est véhicule, le fait de véhiculer l'information jusqu'à son destinataire, on doit utiliser un protocole. Donc plein de protocoles existent là encore, plein de formats existent aussi, et il y a eu des tentatives de standardisation. Alors, je vais faire un petit focus sur ces 2-3 slides qui vont suivre, sur une association qui est née il n'y a pas très longtemps, et dont le but est de fédérer justement différents acteurs de la dématérialisation fiscale de factures, donc différents services providers, comme on les appelle, à un niveau européen. Le but, c'est d'essayer de favoriser et de simplifier l'interopérabilité entre ces différents acteurs. Donc là, vous avez ici une liste que j'ai repris il n'y a pas longtemps. Alors, quelles sont les recommandations de l'ESPA? L'ESPA, donc European Electronic Service Provider Association, donc, est une association qui veut promouvoir à la fois l'interopérabilité entre les différentes plateformes et à la fois aussi être force de proposition au niveau de l'Europe pour pouvoir promouvoir et simplifier le déploiement de la dématérialisation de factures à travers l'Europe. Donc pour ça, l'une des premières choses qui a été étudiée, c'est la fameuse interopérabilité entre les plateformes et essayer de pousser ou de proposer plutôt un protocole, plutôt un format pour permettre aux différents opérateurs d'essayer de simplifier leurs investissements et de simplifier aussi bien au niveau business qu'au niveau technologique des possibilités de s'interopérer. Donc on est ressorti deux choses. La partie protocolaire, puisqu'ils se sont basés on s'est basé sur les travaux du CEN à la base, hein, qui est un groupe de travail européen.
et ont été déduits un protocole, le DI-NTAS2, qui est un protocole assez répandu sur le domaine du retail, et qui permet de véhiculer tout type de messages. Et après, donc, la problématique de dématérialisation de factures, où là, on peut être confronté à la fois à ce qu'on appelle le PDF signé, ou à la fois à ce qu'on appelle un format structuré. Donc aujourd'hui, les deux existent dans le domaine de la dématérialisation. Il y en a certains qui préfèrent le PDF pour une plus grande souplesse et une plus grande accessibilité des différents acteurs, et d'autres qui préfèrent le format structuré parce que bien évidemment il va permettre de proposer de l'automatisation au travers des systèmes d'information. Le SPA préconise l'utilisation en fait d'un mixte des deux, c'est-à-dire l'utilisation du PDF couplé à un format structuré de façon à satisfaire les deux parties. Ce n'est pas la seule association qui l'a proposé. GS1, qui est aussi une association assez connue dans le domaine du retail, propose aussi ce genre de choses. Donc on est tout à fait dans la voie de la normalisation et la voie de la volonté en fait, de pouvoir promouvoir l'interopérabilité entre les différents acteurs. Donc Atos s'est engagé à justement respecter les travaux de l'ESPA, à respecter ces problématiques de format, d'interchange avec les différentes parties. Le but étant pour chaque acteur de la publicité de ne pas avoir à se soucier de cette problématique de savoir, moi j'ai un annonceur qui est chez un tel ou un tel, cet annonceur me demande d'utiliser tel format, me demande d'utiliser tel protocole, c'est pas mon souci, je demande à la plateforme de s'en soucier. Et moi, tout ce que je vais véhiculer vers la plateforme, c'est mon format à moi, mon format unique, avec mon protocole unique, et après charge à la plateforme de s'en occuper. C'est ça vraiment la philosophie même de cette plateforme communautaire. Alors, je pense que le mieux, c'est d'exprimer en fait au travers de deux témoignages que va restituer Evelyne ce qui a été fait sur la plateforme pour pouvoir mieux vous en parler. Alors le ROI, c'était l'objectif de notre réunion. Le ROI, c'est maintenant en fait. Le ROI, Emmanuel vous a donc parlé de la plateforme. C'est vrai que EDI avait souhaité personnaliser cette solution communautaire pour le marché de la publicité. L'intérêt, c'est qu'effectivement, en adhérant à la plateforme, le client bénéficie d'un tarif communautaire négocié. Et le dernier qui adhère, même s'il est tout petit, va pouvoir bénéficier de l'effet volume de toute la communauté et donc du même tarif communautaire que le plus gros adhérent. Donc effectivement, plus il y a d'adhérents, moins on paye. Effectivement, c'est un cloud privé. Le flux d'entrée unique, c'est, vous l'avez compris, l'émetteur qui envoie un seul flux de factures sur la plateforme, alors que dans la complexité du marché publicitaire, il fallait d'office en envoyer deux, puisqu'on envoyait l'original et la copie, plus l'archivage. Donc on n'envoie plus qu'un seul flux de factures, et le dispatch est fait par la plateforme, donc gérée par Atos, dans le format souhaité par le récepteur. Alors effectivement, les formats aujourd'hui, on en a parlé aussi, EDI, PDF, mais on fait encore de l'éditique pour les annonceurs qui ne sont pas encore structurés. Notre communauté a travaillé sur des normes EDI pour la publicité, mais quand nous échangeons avec des annonceurs, le format dématérialisé utilisé par l'annonceur sera un EDI transport, un EDI télécom, un EDI grande distribution ou BTP. D'où l'intérêt de l'interopérabilité. C'est le point que vient de développer Emmanuel, mais c'est vraiment le point fort de la plateforme. C'est vrai que je tiens à insister sur ce point. Effectivement, EDI publicité, c'est parler toutes les langues EDI. Et c'était aussi c'est vrai que c'est l'atout majeur pour nos adhérents, puisque passer par la plateforme leur évite de traiter en one-to-one avec chaque opérateur, ce qui engendrait évidemment des coûts importants. Alors, on va vous présenter deux petits films que nous avons présentés à nos adhérents, l'avant et l'après dématérialisation de factures. Le noir et blanc, c'est l'avant, oui. Le noir et blanc, c'est l'avant. Alors, c'est bien évidemment un petit film caricatural, mais qui illustre quand même fortement les problématiques auxquelles sont confrontées au jour le jour les personnes qui s'occupent de la facturation.
Et ça a été fait bien évidemment avec les pilotes de la plateforme. Donc la mise sous pli, traitement à haute valeur ajoutée. Donc comme Nikon Media Group était l'agence qui était pilote destinataire en l'occurrence. Bon, la vidéo passe justement un petit peu de temps sur l'acheminement de la facture, mais très clairement, dans la vie de tous les jours, une facture papier met beaucoup plus de temps qu'une facture électronique à être acheminée. Donc c'est un petit peu le message aussi derrière. Hein. Donc une fois que la facture papier est arrivée, bien évidemment, il va falloir les traiter, les saisir, voire les numériser. Soit par des moyens qui sont propres à la société, soit de façon externalisée. Donc ça, c'était avant. Je vous rassure, le après va être un petit peu plus rapide. Alors ce que vous voyez ici, le PFP est le format qui a été retenu par la communauté d'e-publicité pour gérer en fait son pivot format facture plurimédia. Donc là, très clairement, un simple clic. Le but est d'acheminer la facture électroniquement jusqu'à son destinataire. Et la satisfaction clairement des personnes sur la simplicité de la chose. Bon, là, on est clairement sur un acheminement en EDI, c'est-à-dire que les factures ont été acheminées d'un système d'information vers l'autre système d'information directement et de façon automatisée afin de simplifier complètement le flux. Dans certains cas, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, on aura affaire à du PDF. Donc là, il peut y avoir en effet des retraitements à l'arrivée. Donc tout dépendra en effet de la solution qui est utilisée par l'opérateur, enfin par le destinataire au bout. Donc effectivement, rapidement, les retours d'expérience de nos deux partenaires, nos deux pilotes, Bolloré pour les régies et Omnicom. Donc vous voyez la volumétrie, on a encore beaucoup de papier, mais on démarre. Donc on fait aussi du PDF et de l'EDI. Sur la partie, évidemment, vous l'avez vu avec les petites films, le gain en temps de traitement et de transit est très impressionnant puisque le temps est divisé par 10 pour l'impression, la mise sous pli. Il s'agit vraiment là, c'est évidemment des gains. Donc le temps est divisé par 4 en ce qui concerne la réception des factures. Ce qui est aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors évidemment, plus d'impression, plus de bourrage d'imprimante, plus de papier, plus de mise sous pli, plus d'affranchissement, plus de coursiers à attendre, plus de factures perdues. Hein. En plus, il y a des accusés de réception à chaque étape. Il y a plusieurs niveaux d'acquittement à l'arrivée de la facture, quand la facture est traitée, quand elle est lettrée. Du coup, s'il y a litige,
le litige apparaît aussitôt et non pas au moment du règlement de la facture comme ça se passait avant, puisque je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'en général, on attendait de payer la facture pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème. Du coup, on repartait pour des délais de paiement. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que ça réduit nettement les délais de paiement. Évidemment, la démarche éco-responsable est aussi un point important. Pour Omnicom, c'est bien sûr à peu près la même volumétrie entre le papier, le PDF et l'EDI. Donc là aussi, un ROI immédiat, puisque à chaque étape, le pilote a vraiment détaillé chaque étape de la réception des factures. Là c'est la réception. Donc c'est 50% de gain, ce qui est impressionnant. Et dans le détail suivant, voilà, donc tout est détaillé pour le papier, le temps pour le PDF. Le temps pour l'EDI, évidemment, c'est le plus rapide, puisque l'EDI, c'est à ce moment-là que l'agence intègre automatiquement la facture dans sa comptabilité. Il n'y a absolument pas de ressaisie d'écriture. Donc, encore une fois, le rapprochement automatique permet de ne traiter que les écarts, ce qui contribue du côté aussi des agences à améliorer les relations commerciales avec les régies. Parce que je ne vous cache pas que c'était une source de conflit entre agences et régies, les délais de paiement étant vraiment très tardifs. Alors, la réduction des encours financiers, la diminution des litiges, le temps gagné à ne pas chercher pendant des heures de vieilles factures que la plupart du temps on envoie, on archive en province, permettent de dégager un temps précieux pour les chargés d'administration qui, du coup, peuvent aussi offrir plus de services à leurs clients, qui sont là, dans ce cas, les annonceurs, et être ainsi dans des fonctions plus commerciales qu'administratives. Voilà, donc... Eh bien, merci pour ce brillant exposé. Donc, vous avez parfaitement respecté l'agenda, et ce qui nous laisse la possibilité, qui vous laisse plutôt la possibilité de poser quelques questions à nos orateurs. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite se lancer dans la série de questions? Donc, je vais commencer. Et je souhaiterais savoir, en fait, par rapport au flux qui a été clairement exprimé et démontré, qui paye à qui la dématérialisation, puisqu'on est là pour parler aussi de retour sur investissement. Donc on a parlé des coûts, on a vu des comparatifs, mais clairement, qui paye qui dans le schéma? Est-ce que tu veux prendre la parole, Evelyne, là-dessus? Alors qui paye qui, c'est ce qu'on a vu au moment quand on a parlé du nombre de factures, c'est celui qui va émettre la facture qui paye. Donc c'est l'émetteur de facture, effectivement. Donc en l'occurrence, là dans le pilote, c'est régie et agence. Donc c'est la régie qui va payer ce montant à la facture qui est dégressif en fonction du volume de facture. Et là, c'est vrai que c'est, entre guillemets, c'est pas l'agence, c'est pas le récepteur qui paye. Alors, juste une précision quand même, le prix qu'elle paye, c'est le prix de traitement, bien évidemment, et son archivage. Après, il appartient au destinataire de payer lui de son côté. Au moins, il y a à minima la partie archivage. Donc, soit il est sur la plateforme et il va adhérer à la plateforme, il va pouvoir bénéficier de l'archivage s'il le souhaite, soit il a son propre système d'archivage, qu'il soit maison ou qu'il passe par un tiers autre, et auquel cas, il paiera ou pas cet archivage. D'accord. Donc, dans le flux, c'est la régie qui est l'émetteur. C'est l'émetteur. Alors aujourd'hui, il y a en effet dans les différents flux que l'on observe sur la publicité, il y a la régie qui va émettre en effet un original vers l'annonceur et une copie vers l'agence. Et par la suite, il y a l'agence qui va émettre une facture d'honoraires ou une facture de service à l'annonceur. Donc il y a deux émetteurs potentiels, la régie et l'agence. Mais à chaque fois, c'est l'émetteur qui est à l'origine du flux qui va payer tout ce qui est processing de la facture. D'accord. Et le retour sur investissement pour cet émetteur est immédiat ou il faut que... Parce qu'aujourd'hui, enfin, on va dire dans le passé, dans le petit film noir et blanc, donc il va payer beaucoup de temps de travail, du papier et du timbre. Et donc là, face à ça, il va payer un coût qui comprend la dématérialisation que vous avez démontré là et l'archivage de son côté, c'est ça ? Tout à fait. Et donc il a un ROI immédiat, comme l'évoquait tout à l'heure Evelyne. Là, il faut plutôt regarder les chiffres que vous avez vus tout à l'heure avec Bolloré, puisque l'on est du côté émission.
mais globalement, vous avez vu que les temps, rien que sur les temps, il est gagné. De toute façon, les statistiques, qu'elles soient sur ce cas-là, ce cas client Bolloré vers Omnicom, ou que ce soit sur d'autres études qui ont pu être faites, globalement, ils arrivent tous au même résultat. Quand on passe du tout papier au tout électronique, on arrive à des taux de ROI de l'ordre de 50 à 60%. Voilà. Après, en effet, il y a différents degrés en fonction de là où on en est au moment où on va basculer. C'est-à-dire si vous avez commencé déjà à automatiser, à passer en électronique une partie de vos flux, ou alors à passer par un tiers pour l'éditique et vous avez déjà essayé d'optimiser les coûts d'éditique, bien évidemment, ça, vous n'allez pas être un ROI du même acabit que si vous passez du tout papier au tout électronique. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une question, monsieur ? Oui, bonjour, Marc Chédru. Je voudrais savoir quelles sont les règles que vous appliquez concernant l'archivage justement des deux côtés. Alors, au niveau de l'archivage, Atos Worldline fait partie de l'association FNTC. Et donc, dans ce cadre-là, on est tiers archiveur, tiers de confiance et on utilise les règles en effet qui sont préconisées par la FNTC pour tout ce qui est archivage à valeur probatoire sur le long terme. Donc, on archive aussi. Là, en l'occurrence, on archive plutôt sur 10 ans. Et on le propose aussi bien pour l'émetteur que pour le destinataire, bien évidemment. On propose donc un système d'archivage sur du BSIT, redondé bien évidemment, et avec des systèmes de scellement par signature électronique qui sont à la clé et de redatage pour estampiller et garantir l'authenticité et l'intégrité du lot qui a été archivé dans le temps. D'autres questions ? Pardon ? Si vous avez des questions par la suite, vous n'hésitez pas à venir sur le stand. Mais oui, encore une question ? Oui, la facturation, là, vous avez parlé d'une période d'archivage assez longue, 10 ans. Dans le modèle qui est proposé aux adhérents, la prestation est facturée au départ ou une partie au départ et une partie chaque année ? Alors, c'est vrai que sur l'archivage, on observe les deux modèles économiques. Aujourd'hui, le choix qui a été fait est aussi un choix qui est lié au marché. C'est-à-dire qu'on fait payer au départ, one shot, ce qu'on appelle. Donc au traitement de la facture, on fait payer d'entrée de jeu le prix pour l'archivage sur les 10 ans ou sur les 6 ans en fonction des pays, etc. D'accord. Donc là, c'est une question... La question qui s'ensuit est plus comptable. Comment fait l'entité, donc Atos ou la filiale qui gère la plateforme, au niveau comptable, vous constatez 9 ans de produits d'avance quand vous facturez 10 ans? C'est une question que je me pose régulièrement parce que alors là, vous rentrez en effet dans les méandres de tout ce qui est économie du modèle. Bien évidemment, Atos, comme beaucoup d'opérateurs d'archivage, fait quand même des paris sur la persistance des flux pour pouvoir assurer son modèle économique. On peut en effet constater d'avance un certain nombre de produits issus en effet du paiement de cet archivage sur 10 ans, mais le modèle est quand même à la fois sur cette constatation et à la fois sur le fait qu'on parie sur un certain nombre de flux qui vont arriver dans le temps et tout au long de la vie du contrat. Merci. Une autre question dans la salle? D'autres questions? Non. Bon. Merci à vous et n'hésitez pas à passer sur le stand Atos qui est au G20. Merci. Merci. Bonne journée. Bon salon. On se voit tout à l'heure. Oui, c'est ça.